Depuis le 7 octobre 2023, la guerre qui oppose les terroristes du Hamas à l'État d'Israël a des répercussions non seulement militaires et diplomatiques, mais aussi juridiques. Entre les poursuites internationales, je vous le disais, contre des soldats israéliens et celles de la CPI contre les dirigeants de l'État d'Israël. Face à ces enjeux, certains avocats spécialisés en droit international jouent un rôle clé. Et c'est dans ce contexte justement que nous sommes ce matin en ligne, en direct, avec Avadré et Alexandre Bensoussan, avocat au sein du cabinet Herzog, Fox et Niemann. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Elena. Merci beaucoup Alexandre et Ava d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors vous représentez d'abord, on va peut-être commencer par ce grand sujet, les familles des victimes du festival Nova, certaines familles dans une action contre l'autorité palestinienne. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce que vous reprochez à l'autorité palestinienne ? Alors, tout d'abord, nous tenons ce matin à avoir une pensée toute particulière pour les familles des 4 otages dont le corps a été restitué cette nuit, Itzik El-Galart, Oadia Alomi, Shlomo Mansour et Tsahi Idan, qui ont été victimes de la barbarie du Hamas le 7 octobre. Et c'est dans ce cadre aussi qu'on tient à représenter et qu'on a l'honneur de représenter les familles de victimes du 7 octobre dans cette action énorme qui se tient aujourd'hui contre l'autorité palestinienne. Et ce que l'on reproche à l'autorité palestinienne, c'est justement de financer le terrorisme et de prêter main forte au terrorisme depuis déjà de nombreuses années. Alors justement, de quelle manière, dans quel sens ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rappeler ce que fait l'autorité palestinienne justement, comme vous dites, en faveur du terrorisme palestinien ? Oui, alors elle a instauré un système qui s'appelle Pay for Slay, selon lequel elle verse des paiements à des terroristes ayant commis des crimes envers des Israéliens ou aux familles de ces terroristes lorsqu'ils sont décédés et qu'ils ne peuvent plus recevoir ces fonds. Voilà. Alors, c'est-à-dire que... Oui. Non, allez-y, Alexandre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une machine extrêmement cynique, automatique, qui s'est mise en place depuis plusieurs années, que l'État d'Israël, en fait, avait laissé passer, on va dire, étant donné qu'on espérait justement rétablir une paix durable, et donc cela depuis des années. Et c'est vrai que donc l'autorité palestinienne finance ces terroristes-là, et en plus de ça, ce système fonctionne en fonction de la gravité, la hauteur de la rémunération dépend de la gravité de l'acte commis. C'est-à-dire que plus l'acte qui a été commis est grave, donc c'est calculé en fonction du nombre d'années de prison, c'est calculé en fonction de la gravité de l'acte selon le code pénal israélien, et plus le terroriste ou sa famille est rémunéré de manière élevée. Alors concrètement, on dit que vous attaquez l'autorité palestinienne, mais est-ce que vous attaquez précisément Mahmoud Abbas ? Qui vous attaquez exactement ? Qui se retrouvera en face de vous justement pour répondre de ces accusations ? Alors, ce qui se passe, c'est que je vais vous faire un petit brief assez clair concernant le sujet. En 95 et 94, dans le cadre des accords d'Oslo, l'État israélien s'est mis d'accord afin de faire avancer le processus de paix pour récupérer l'impôt, les douanes et la TVA en faveur de l'autorité palestinienne concernant l'export et l'import des biens de l'autorité palestinienne sur le territoire israélien. Maintenant, depuis des dizaines et des dizaines d'années, l'autorité palestinienne mène cette politique de rémunération vis-à-vis des familles de victimes, donc des familles de terroristes et des terroristes, des shahidim, donc en prison. Et seulement en 2018, l'État d'Israël a décidé de mettre fin à ce phénomène extrêmement cynique et justement de faire voter une loi qui s'appelle la loi du gel des fonds. C'est-à-dire que chaque année, le cabinet de sécurité est censé recevoir un compte-rendu extrêmement détaillé concernant les fonds qui ont été versés aux familles de terroristes et aux terroristes en prison. Et en fonction des fonds qui ont été versés aux terroristes et aux familles de terroristes, le cabinet de sécurité est censé équilibrer ces fonds-là, donc déduire ces fonds-là, des fonds qui sont versés annuellement à l'autorité palestinienne dans le cadre de la loi de finances. C'est-à-dire qu'il y a depuis 2018 une cagnotte, entre guillemets, dans lequel s'accumule de l'argent gelé qui était censé aller donc indirectement aux familles de terroristes et aux terroristes en prison. Et par conséquent,
en fait, cet argent est mis de côté en attendant, dans l'espoir utopique, que l'autorité palestinienne change sa politique. Maintenant, en 2024, suite au 7 octobre, une nouvelle loi a été votée qui donne la possibilité aux familles de victimes d'attentats terroristes en Israël de traduire l'autorité palestinienne en justice et d'exiger un certain montant. Cela dit, ce montant-là ne peut être exigé que dans la limite de la cagnotte de l'argent qui a été gelé de l'autorité palestinienne. Alors on parle de 2 milliards de shekels, c'est ce que vous réclamez à l'autorité palestinienne, c'est ça, Alexandre et Ava? Absolument, c'est-à-dire que c'est sans doute la plus grande action en justice en termes de montant réclamé dans l'histoire d'Israël. On va réclamer à peu près à hauteur de 2 milliards et quelques de shekels, effectivement. C'est un calcul qui est basé sur les lois israéliennes, sur la loi des torts et à la fois sur cette loi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Israël a le soutien des États-Unis aussi. Les États-Unis qui ont récemment gelé une partie des fonds destinés à l'autorité palestinienne. Est-ce que vous travaillez justement en tant qu'avocat aussi avec des avocats qui représentent les États-Unis peut-être? Pas directement, mais on reste très informé de ce qui se passe aux États-Unis. On suit de près l'actualité. On voit aussi qu'aux États-Unis, il y a plusieurs affaires en cours relatives au financement du terrorisme. Les États-Unis ont adopté aussi des mesures il y a plusieurs années sous la présidence de Trump et ensuite de Biden, visant à réprimer toute mesure de financement du terrorisme. On en pense par exemple au Taylor Force Act de 2018, selon lequel tout financement des États-Unis à l'autorité palestinienne est conditionné à ce qu'ils ne versent pas cet argent selon le mécanisme de Pay for Slay, donc qui est de reversement des paiements aux terroristes et à leurs familles. Ouais. Voilà, donc on reste très informé de tout cela, oui. C'est un système général. Oui. Alors ça, c'est le gros dossier, donc on l'a dit, donc vous représentez des victimes du festival Nova. Par ailleurs, votre cabinet défend aussi Benyamin Netanyahou face à la CPI à La Haye. Alors est-ce qu'on peut rappeler d'abord la nature des accusations portées contre Benyamin Netanyahou? Alors, bien évidemment. Alors, la nature des accusations portées, c'est que on est accusé à La Haye, selon ses mandats d'arrêt, de commettre des crimes contre l'humanité et, entre autres, d'utiliser la famine comme arme de guerre. Ouais. Donc, dans le cadre de ces accusations-là, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis le 21 novembre 2024 contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, donc son ancien ministre de la Défense, et aussi à l'encontre de Mohammad Deif. Oui. Qui est censé être éliminé. Hein. Oui. Ouais. Qui a été reconnu comme éliminé récemment par le Hamas. Seulement il y a, je pense, 2 semaines. Alors, quels sont, vous, les principaux arguments que vous allez mettre en avant, justement, pour défendre Benyamin Netanyahou? D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'avocats, en fait, sur ce dossier qui défendent Benyamin Netanyahou à la CPI. Hein. Oui. L'affaire est en cours, donc on ne peut pas forcément parler de tous ces arguments encore, mais Israël continue à maintenir que la Cour n'est pas compétente. Cet argument que vous connaissez sûrement déjà très bien, selon lequel Israël n'a pas reconnu la compétence de la CPI. La Palestine l'a reconnue en 2015, l'affaire a été ouverte en 2018, et en 2021, la Cour a décidé qu'elle était compétente, justement parce que les faits présumés se sont déroulés sur les territoires occupés par Israël, Jérusalem-Est, Gaza, Judée-Samarie. Donc cet argument de taille continue à être maintenu par Israël. Il y a aussi le principe de complémentarité. Si tu veux développer un peu sur ce sujet. Oui, bien sûr. Alors déjà, on va rappeler, nous, notre position dans le dossier, c'est que Roy Scheindorf, donc, qui est le chef de service de contention international du cabinet et qui est notre chef de service direct, était procureur général de l'État d'Israël aux affaires internationales. Et à ce titre-là, il a été sollicité directement par Benyamin Netanyahou pour le représenter à La Haye, être son conseil. Il a d'ailleurs émis aussi une opinion juridique qui a été citée lors du procès devant la Cour internationale de justice. Et c'est à ce titre qu'on représente Benyamin Netanyahou, monsieur le Premier ministre, ainsi que son ministre de la Défense dans le dossier. Maintenant, comme l'a dit Ava, il
il faut se demander en fait où est-ce qu'on en est aujourd'hui concernant les mandats d'arrêt. Concernant les mandats d'arrêt, aujourd'hui, Israël a fait appel concernant ces mandats d'arrêt et a fait appel sur la base en fait des arguments qu'on avait déjà cités précédemment lorsque les mandats d'arrêt avaient été émis, c'est-à-dire le principe de la compétence et le principe de complémentarité. Concernant la compétence, c'est ce qu'Ava a énoncé précédemment. Concernant le principe de complémentarité, pour le rappeler en fait brièvement, Israël est bien évidemment un pays démocratique, c'est un État de droit, donc par conséquent qui a les instances adéquates, les instances judiciaires et policières pour juger, pour mener des enquêtes contre ses dirigeants, et qui en a la volonté et qui en a les moyens. Et on l'a déjà prouvé à de nombreuses reprises, au niveau national et au niveau international. Au niveau national, il faut rappeler bien évidemment que Israël est le seul pays du monde qui a mené une action en justice pénale contre un ancien Premier ministre, Ehud Olmert, qui a mené sur son inculpation, et Ehud Olmert a été écroué, et contre Moshe Katsav, qui était aussi président de l'État d'Israël, et qui lui aussi a été écroué. Alors concrètement Oui, aussi, concrètement pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui c'est vrai qu'on a le sentiment que la CPI internationale est motivée aussi par des considérations politiques. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Cour pénale internationale est antisémite ? Alors, je pense, Ilana, qu'avant d'aborder le sujet de l'antisémitisme de la Cour pénale internationale, on a suffisamment d'arguments sur le domaine du juridique pour pouvoir en fait réfuter de manière absolument unilatérale les considérations, les reproches qui sont faits à Israël. Oui. C'est-à-dire que je ne pense même pas qu'on ait besoin d'aller jusqu'à clamer et dénoncer l'antisémitisme potentiel de la Cour pénale internationale qui justement nous dessert à mes yeux. C'est-à-dire que je pense que justement lorsqu'on va tomber dans les considérations politiques et peut-être même faire le jeu de la Cour pénale internationale en tombant dans cette espèce de jeu de rôle où on serait justement poussé à être l'État juif qui dénonce l'antisémitisme, à ce moment-là, je pense que ça nous dessert plus qu'autre chose, étant donné qu'on a déjà un panel d'arguments largement suffisant entre le manque de compétences de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que nous n'avons jamais ratifié, jamais signé le traité de Rome, et par conséquent, la CPI a utilisé le statut d'observateur de l'autorité palestinienne à l'ONU pour pouvoir justement s'immiscer dans cette brèche et essayer de nous traduire en justice. Et en plus de ça, la CPI, et il faut le rappeler, et ça c'est un détail que les gens dont les gens ne sont pas forcément au courant, c'est que ce qui se passe, Ilana, c'est que selon le principe de complémentarité, comme je vous l'ai dit, la CPI n'est pas censée intervenir lorsqu'un pays, alors bien évidemment un pays démocratique, un pays qui en a les moyens, est capable de pouvoir mener une action en justice contre ses dirigeants et qu'elle en a la volonté. Dans notre cas à nous, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement on en a la capacité, mais aussi la volonté, mais en plus de ça, Ilana, et je finirai là-dessus, la CPI a profité du fait, parce que normalement elle est censée nous donner un avertissement au préalable suffisamment de temps avant pour que nous soyons capables d'ouvrir une enquête contre nos dirigeants. La CPI a utilisé le fait qu'en 2021, elle est ouverte une enquête concernant la Judée-Samarie. Oui. Elle a utilisé ce prétexte-là pour dire qu'étant donné qu'une enquête avait déjà été ouverte contre Israël en 2021, elle n'avait pas à nous notifier en avance. Alors, on va... Il s'agit d'une affaire tout à fait différente, voilà, puisque c'était en 2021 et que ça ne prend pas en compte ce qui s'est passé en 2023, après 7 octobre 2023. Alors, on va poursuivre parce qu'il nous reste juste quelques minutes, mais conséquence de ces poursuites sur la scène internationale, c'est de plus en plus de plaintes qui sont déposées aussi contre des soldats israéliens à travers le monde. Et vous, votre cabinet représente justement gratuitement ces soldats pour les défendre. Alors, quelle est la portée réelle de ces actions judiciaires intentées contre les soldats de Tsahal ? Alors, la portée au niveau de la réputation, elle est évidemment très embêtante puisque cela crée de l'intimidation contre les soldats. Certains d'entre eux nous révèlent qu'ils ont un peu peur de voyager. D'un point de vue juridique, les arguments sont pas du tout fondés. Les associations, notamment belges, anti-Israël,
qui portent plainte contre ces soldats dans de nombreux pays du monde entier n'ont absolument aucun fondement juridique pour ces actions. Elles le font juste pour attirer l'attention, pour avoir une certaine visibilité politique, mais il n'y a aucune chance, quasiment aucune chance que ces actions réussissent, justement, notamment parce que les États devant lesquels les plaintes sont déposées n'ont pas de compétences pour connaître de ces faits. Ce sont des faits qui ont eu lieu en Israël durant une guerre. Ce sont des soldats qui sont souvent très low grade, qui ont souvent qui n'ont aucune responsabilité dans l'armée, donc il est très peu probable qu'ils soient condamnés. Alors, en plus de ça, certains en Israël leur reprochent de poster sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos de ce qu'ils font, notamment sur le terrain. Est-ce que ça aussi, ça doit être une mise en garde à tous les soldats israéliens? Ça relève. Oui, ça relève de la liberté d'expression aussi, mais comme tu vas le... Alors Ilana, déjà, bien évidemment, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que, attention, moi je trouve, ce qu'on conseille, c'est de ne pas poster, de ne rien poster sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'on cherche à cacher quoi que ce soit, mais parce que cela est profondément pas professionnel. C'est-à-dire qu'un soldat qui est dans l'exercice de ses fonctions, au même titre qu'un médecin qui est dans un bloc opératoire ou qu'un avocat qui est dans une cour de justice, n'est pas censé poster ce qu'il fait lors d'opérations militaires. Donc on peut poster des photos qui viennent, par exemple, sur les réseaux sociaux, manifester son soutien à l'État d'Israël qui est en tout droit de mener ses actions. En revanche, il faut faire attention à ce qu'on poste parce que c'est juste un manque de professionnalisme. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur ces attaques qui sont... Alors on va devoir conclure vraiment très très rapidement en quelques secondes, Alexandre. Oui, alors en quelques secondes, moi je pense qu'il est extrêmement important en fait de souligner le fait que ces ONG-là qui sont anti-israéliennes et qui orchestrent ces campagnes d'intimidation, finalement en fait n'ont pas grande portée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et on représente énormément de soldats, on s'aperçoit finalement que dans tous les tribunaux, aucun tribunal n'a donné suite. Donc finalement... C'est pour faire le buzz avant tout, et c'est un honneur en fait de représenter ces soldats, et on continuera à le faire. Eh bien, merci beaucoup. On aura l'occasion d'en parler avec vous très bientôt. Merci Ava et Alexandre, et à très bientôt sur Radio.